On lui avait tiré dessus. On avait tiré sur le président. Je le voyais dans mon viseur et je le vois encore. La balle se loge à 1 millimètre de son cœur. Il était à 2 doigts de mourir. Qui est le tireur? Il m'a dit, si vous savez ça, vous savez tout. Un mobile plus qu'étrange. Pour lui, cette relation était bien réelle. C'était vraiment quelqu'un de très perturbé dans sa tête. Pourtant, son acte restera dans l'histoire comme l'attentat qui a failli tuer Ronald Reagan. Le 20 janvier 1981, Ronald Wilson Reagan prête serment et prend ses fonctions de président des États-Unis. I, Ronald Reagan, do solemnly swear. Comme pour tous ses prédécesseurs, son emploi du temps est très chargé lors des premiers mois de sa présidence. C'est son 70e jour. Ça ne va pas bien. Sa cote de popularité est au plus bas. Aucun autre président n'a jamais connu ça en début de mandat. On est lundi et Reagan a un rendez-vous très important. Il doit faire un discours devant la Fédération américaine du travail. Il est 14 h, il fait beau. La délégation présidentielle vient juste d'arriver devant le Hilton de Washington. Ça, c'est l'entrée pour les personnalités. Lorsque Reagan arrive à 14 h, il entre par là. L'événement est couvert par toute la presse. Hank Brown, le caméraman de ABC News, a l'habitude de ce genre d'événement. Notre équipe suivait le président partout. On voulait avoir des images de lui à sa sortie de l'hôtel. Le cordon de sécurité était à moins de 5 mètres. Tout le monde riait. Rien n'avait été sécurisé. Ce n'était même pas un espace presse. N'importe qui pouvait y accéder. On voit le visage d'Hinckley sur la photo. Il est totalement impassible. Aucune émotion sur son visage. J'avais ma caméra braquée vers la porte d'où devait sortir le président. Je revois encore la scène à travers mon viseur. Reagan marche vers la limousine, les agents des services secrets l'encerclent. John W. Hinckley Jr. est à peine à 5 mètres de lui. Il sort son revolver calibre 22. Et tire 6 coups en 1,7 secondes. Une seconde et 7 dixièmes, c'est exactement le temps qu'il faut pour le dire. La première balle atteint James Brady, le secrétaire de presse, à la tête. Sur cette photo, on voit Brady entre Reagan et Jerry Parr des services secrets. La deuxième balle atteint Tom Delahanty, un policier de DC, dans le dos. La troisième part en l'air et va se loger dans ce bâtiment en face. La quatrième touche Timothy McCarthy, un agent des services secrets, dans la poitrine. Il ne porte pas de gilet pare-balles, il s'écroule. Le cinquième projectile percute la vitre pare-balles de la voiture, tandis que Reagan et Parr se réfugient derrière. La sixième siffle dans l'allée. Ce n'est qu'ensuite qu'on s'apercevra qu'en fait, elle a tapé contre la portière et qu'elle est passée entre la portière et l'habitacle. And the next thing I knew, one of the Secret Service agents behind me just seized me here by the waist and plunged me headfirst into the limo. Jerry Parr, 50 ans, est chargé de la sécurité de Ronald Reagan. Quand on entre, je me jette sur lui et je sens qu'il se prend ma radio ou mon arme dans le dos. And I said, Jerry, get off, I think you've broken a rib of mine. Jerry Parr lève la tête et regarde par la vitre. Il voit 3 hommes au sol. Il y a un impact de balle dans la vitre. Il comprend ce qui se passe et que la limousine n'est pas sécurisée.
Tout de suite, il regarde si Reagan va bien. A priori, il n'y a pas de casse, il va bien. J'ai passé ma main sous son manteau et j'ai palpé sa taille. Il n'y avait pas de sang. Pas de sang sous ses bras non plus. Rawhide, cuir brut, c'est le nom de code de Reagan. Et on peut dire que ce jour-là, il portait bien son nom. We interrupt. There's been a late development. Shots reported fired outside the hotel where President Reagan spoke a short while ago. Here's Bernard Shaw in our Washington bureau. Okay, my apology. Details are very sketchy at this moment. We don't know precisely what happened. We don't know the sequence. First of all, the president is... Il est en sécurité, mais pas tiré d'affaire pour autant. Il a commencé à se plaindre de douleurs dans le dos, la poitrine et le côté. Il ne se sentait pas bien. And I had a handful of bright red frothy blood. Il m'a dit, je crois que je viens de cracher du sang. J'ai regardé, il y en avait vraiment beaucoup. Parr comprend que c'est grave. Il doit prendre une décision. Doit-il retourner à la Maison-Blanche, là où le président sera en sécurité, ou bien doit-il se rendre aux urgences les plus proches, celles de l'hôpital George Washington, où rien n'est sécurisé? À ce moment-là, la vie de Ronald Reagan ne tient qu'à un fil. Il est à 2 doigts de mourir. Vraiment. Devant l'hôtel, c'est la confusion la plus totale. Le tireur est plaqué au sol, au milieu de la panique générale. Ça se poussait, ça se bousculait. Les agents hurlaient « Sortez-le, sortez-le !» On entendait une ambulance qui arrivait. J'ai immédiatement recommencé à filmer. C'était un moment qui resterait dans l'histoire. J'avais les larmes aux yeux. Je vois encore Brady allongé devant moi, par terre. Je pense encore à Delahanty. Je vois son visage. Je me souviens comment McCarthy a été littéralement soulevé et projeté au sol par la force de la balle. À peine quelques minutes après l'attentat, le président Reagan arrive aux urgences de l'hôpital. Il insiste pour marcher. Le président était sur le point de s'enfoncer, comme on dit dans notre jargon. The next thing I knew then, when my knees began to turn to rubber, and I wound up on a gurney. S'il était rentré à la Maison-Blanche, le temps de le sortir de la voiture, de l'examiner, de se rendre compte de son état, ensuite de le remettre dans la voiture et de le ramener ici, ça aurait pris au moins un quart d'heure. Il serait mort. L'infirmière essaie de prendre sa tension. Elle n'y arrive pas. Elle ne sent pas son pouls. Il est au plus mal. Et là, elle se dit, le président des États-Unis est en train de mourir. Il était vraiment à 2 doigts de ne pas s'en sortir. The shot that got me caromed off the side of the limousine and hit me while I was diving into the car. And it hit me back here under the arm and then hit a rib. And that's what caused an extreme pain. And then it turned instead of edgewise and went tumbling down to within an inch of my heart. Nancy Reagan est au solarium lorsqu'elle apprend la nouvelle. George Opfer, who was head of my detail, he said, "There's been a shooting, but don't worry, the president's all right." George kept saying, "You don't have to go, he's all right, he hasn't been hurt." I said, "George, I'm going. You better get the car because I'm going." Quand elle arrive aux urgences, son mari lui dit « Chérie, j'ai oublié de me baisser ». Tandis qu'on le prépare pour rentrer au bloc, Reagan se montre affable et plaisante même avec les médecins.
Il m'a regardé et m'a dit « J'espère que vous êtes républicain. » Or, tout le monde sait que je suis démocrate. Je lui ai répondu « Aujourd'hui, nous sommes tous républicains. » L'équipe chirurgicale est dirigée par le docteur Benjamin Aaron. Le chirurgien est obligé de fouiller dans la poitrine de Reagan pour retrouver le fragment de balle, en sachant que s'il glisse sur une artère, le président mourra. Le docteur David Adelberg plonge alors la main dans la poitrine du président, prend doucement son cœur battant et le tient. À ce moment-là, sa vie était littéralement entre les mains de ce jeune interne en chirurgie de 31 ans. Pendant ce temps, la police interroge le suspect John W. Hinckley, originaire d'Evergreen dans le Colorado. Il a immédiatement reconnu les faits, sans aucune difficulté. Le FBI et les services secrets se posent deux questions. Quel est son mobile et a-t-il agi seul? Il leur a répondu « Vous comprendrez quand vous verrez ma chambre ». According to sources, John Hinckley Jr., the accused gunman, may have tried to kill Mr. Reagan because of an infatuation with a young actress. We can report that shots were fired as President Reagan left the Washington Hilton Hotel. Following that address, we carried live here on CNN. The suspect was rushed to District of Police Headquarters. John W. Hinckley, 25 ans, est un mystère pour les enquêteurs. Quand je suis arrivé, John Hinckley était tranquillement assis. Il semblait impassible. Stephen Kolo, des services secrets, est l'un des premiers à lui parler. Il m'a dit qu'il avait mal au poignet à cause des menottes. Et aussi à la gorge, car on l'avait frappé lors de son arrestation. J'ai trouvé ça un peu étrange qu'il se plaigne comme ça, alors que lui-même venait de tuer plusieurs personnes. Pendant que les services secrets interrogent le tireur, la femme de Jim Brady, le secrétaire de presse de la Maison-Blanche, est chez elle avec leur fils de 2 ans. Nous étions dans le salon en train de regarder la télévision quand ils ont annoncé la nouvelle. J'étais soulagée. Va savoir pourquoi. Je n'ai pas pensé une seule seconde que Jim pouvait être avec lui. Là, le téléphone a sonné. C'était une amie à moi qui avait entendu que Jim était blessé. La Maison-Blanche envoie immédiatement une voiture pour que Sarah se rende à l'hôpital. Je pensais qu'elle s'était juste pris une balle dans le bras. Je n'imaginais pas du tout qu'il pouvait être gravement blessé, ou même mort. J'étais persuadée qu'il n'avait qu'une balle dans le bras. Il avait une balle dans la tête, donc il était très gravement blessé. Mais il était en vie. Normalement, on ne survit pas à une telle blessure, mais il a été soigné par le docteur Art Cobrin, qui est un excellent médecin. Alors que l'on prépare son mari pour le bloc opératoire, le personnel hospitalier fait entrer Sarah dans une salle d'attente sécurisée. Madame Reagan est arrivée. Elle est venue vers moi et nous nous sommes prises dans les bras. Elle m'a dit « Je suis morte de peur ». J'ai répondu « Moi aussi ». Pendant que les médecins tentent de sauver les victimes, le suspect est transféré dans les bureaux du FBI à Washington pour y être auditionné. 2 agents expérimentés sont chargés de mener l'interrogatoire. Par courtoisie, ils autorisent l'agent des services secrets, Stephen Kolo, à assister à l'audition. J'étais simplement là en observateur. Les services secrets n'avaient pas le droit de participer à l'enquête, puisqu'il y avait eu faute de notre part. C'est le cas chaque fois qu'il arrive quoi que ce soit à la personne que nous sommes censés protéger. Avant de commencer l'interrogatoire, les agents font l'inventaire des effets personnels de Hinckley. Dans son portefeuille, il y avait une photo. C'était celle d'une très belle jeune femme. Elle était très connue. On savait que c'était une jeune starlette du cinéma, mais on ne se souvenait plus de son nom. Il y avait aussi un bout de papier avec un numéro de téléphone dessus. Un des agents a remarqué qu'il s'agissait d'un numéro dans le Connecticut. Mais au départ, ça ne me disait rien du tout. Le suspect se montre d'emblée très peu coopératif avec les agents du FBI. Ces derniers demandent donc son aide à l'agent Kolo. Hinckley se met à parler dans les minutes qui suivent. Il m'a dit qu'il avait vu plusieurs docteurs
qu'il avait abandonné l'école. Il m'a aussi parlé de sa relation avec ses parents. Il ne savait pas quoi faire de lui. Alors je lui ai demandé s'il savait pourquoi il avait tous ces problèmes. Il m'a répondu « Je n'ai pas de but dans la vie ». J'ai décidé de prêcher le faux pour savoir le vrai. Je lui ai dit « J'ai vu le papier avec le numéro de téléphone, avec le numéro dans le Connecticut. » Et dès que je lui ai dit ça, il est devenu très agité. Avant, il était quasi stoïque. Et là, d'un coup, il change du tout au tout et il me fait « Eh bien, si vous êtes au courant de ça, vous savez tout. » Et là, j'ai compris que j'avais fait mouche, même si je ne voyais pas du tout de quoi il parlait. Alors je lui ai dit « Je sais tout, mais je veux l'entendre de ta bouche. » Et là, il m'a lâché. C'est le numéro de la chambre de Jodie Foster à l'université de Yale. Bingo! C'était justement elle sur la photo dans le portefeuille. Pendant ce temps, au bloc opératoire, le docteur Kobrin retire méticuleusement les fragments de balles et le tissu endommagé du cerveau de Jim Brady. C'est une opération très délicate et surtout à très haut risque. À un moment, on a dit à la radio que Jim Brady était mort. Quelqu'un est allé le dire au docteur Art Kobrin. Il s'est retourné et il lui a dit « Ah oui? Et moi, je suis en train d'opérer un cadavre, peut-être ?» On nous a préservé des rumeurs. Il n'y avait pas de télévision dans la pièce où nous étions, et heureusement. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Des amis de Jim Brady regardent la télévision avec son fils de 2 ans, au moment où l'information est relayée. Ils ont annoncé sa mort et ils ont montré sa photo. Quand Scott l'a vu, il s'est levé et a embrassé l'écran en disant « C'est mon papa ». Il n'était pas au courant de ce qui s'était passé. Au bout de 5 heures, le docteur Kobrin sort enfin de la salle d'opération. Dès que je l'ai vu, j'ai su à l'expression de son visage que l'opération avait été un succès. C'était un vrai miracle. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Jim Brady survit à sa blessure. Il restera en fauteuil roulant et souffrira toutefois de graves séquelles. Les autres victimes survivront elles aussi. L'agent Tim McCarthy a reçu une balle dans la poitrine. Le policier Tom Delahanty a quant à lui reçu une balle dans le dos. Ce soir-là, les agents du FBI fouillent la chambre d'hôtel de John Hinckley à Washington. Fait très étrange, le journal du jour avec le planning détaillé du président était posé sur son lit. Et juste à côté, il y avait une lettre qu'il avait écrite à Jodie Foster. Dans cette lettre, Hinckley écrit « C'est pour ton bien que je fais tout ça, Jodie. Je te demande de m'ouvrir ton cœur et de m'offrir une chance de gagner ton respect et ton amour par ce geste héroïque. Je t'aime pour toujours. » Signé John Hinckley. Quand on a lu la lettre, on a tout compris. Cela a confirmé qu'il avait bel et bien agi seul, dans l'unique but d'impressionner cette actrice. On aurait pu comprendre qu'il le fasse pour des raisons politiques. Mais là, il l'avait fait par amour. President Reagan had just delivered a fairly well-received speech at the Hilton Washington Hotel. Then shots. Dans les 24 heures qui suivent la tentative d'assassinat contre le président, le FBI et les services secrets épluchent le passé de John Hinckley Jr. Nos recherches nous ont menés à travers tout le pays. On a littéralement décortiqué le moindre de ses faits et gestes. On a examiné tous ses reçus de cartes bancaires, toutes les dépenses qu'il avait faites. On voulait retracer son emploi du temps, savoir ce qu'il avait fait et où il avait été. La vie du jeune homme se résume à une longue suite de mensonges et à un perpétuel double jeu. Il a grandi dans la banlieue de Dallas, au Texas, et a vécu une enfance en apparence sans histoire. Enfant, il était sportif et avait de bonnes notes à l'école. Mais en grandissant, il se referme sur lui-même. Ses parents assimilent d'abord cela à de la timidité. From the time Hinckley graduated from this high school, Highland Park, in the Dallas area in 1973, until his arrest, there was also a personality change. He had become quieter, more introverted, somewhat of a recluse. En 1973, il emménage avec ses parents à Evergreen dans le Colorado. Ils espèrent qu'il ira à l'université. C'est effectivement le cas. Il suit en dilettante pendant quelques années des cours à la Texas Tech sans jamais obtenir de diplôme. Il passe le plus clair de son temps seul dans sa chambre,
à écrire des poèmes tristes et à jouer de la guitare. Il rêvait de devenir musicien. Un été, il est parti à Los Angeles en faisant croire qu'il allait là-bas pour signer avec des maisons de disques. Il avait une vision grandiose de lui-même. Il était persuadé d'être un musicien et un compositeur bourré de talent. En réalité, il ne faisait absolument rien. Il restait chez lui à regarder la télé. Il était un peu une âme perdue, si vous voulez. Il est allé à Hollywood en espérant réussir, mais il a fini tout seul dans une chambre d'hôtel. Et il est allé voir le film Taxi Driver encore et encore. Les enquêteurs découvrent que le film Taxi Driver a eu une influence majeure sur Hinckley. À tel point qu'il va jusqu'à adopter la personnalité du personnage principal, incarné par Robert De Niro. Hinckley devient alors Travis Bickle, un vétéran du Vietnam très perturbé. Comme lui, il s'habille en treillis. Comme lui, il se met à boire du brandy à la pêche. Et comme lui, il est obsédé par les armes à feu et nourrit des envies de meurtre. Taxi Driver est un film très violent et il l'a vu 15 fois. C'est de là qu'est née son obsession pour Jodie Foster. La jeune actrice y joue le rôle d'une jeune prostituée de 12 ans, Iris. Il était persuadé que sa relation avec elle était bel et bien réelle et qu'il ne s'agissait pas d'un film. En gros, il était complètement tordu. Pendant que le FBI continue son enquête, Ronald Reagan se remet doucement de son opération. Le siège du gouvernement a été transféré à l'hôpital George Washington le temps de sa convalescence. La Maison-Blanche suit le président. Il avait déplacé tout le bureau là-bas, y compris le personnel. Toutes les décisions étaient prises depuis l'hôpital. C'était complètement fou. Je dois avouer que c'était assez surréaliste. On se serait cru dans un film. He is not aware of the number of the other people who were shot and injured at this time. Reagan n'apprendra que quelques jours après son opération que l'agent Delahanty, l'agent McCarthy et le secrétaire de presse Jim Brady ont été blessés. Il m'a fait venir et m'a dit qu'il était désolé. Je lui ai répondu que Jim aimait son métier par-dessus tout. J'ai essayé de le rassurer du mieux que j'ai pu, mais il était bouleversé. Reagan tient également à rencontrer l'agent des services secrets qui l'a protégé, Tim McCarthy. Va savoir pourquoi. Reagan l'a regardé et il lui a dit « McCarthy, Reagan, Brady et Delahanty, ce type a quelque chose contre les Irlandais ou quoi ?» Il a très bien géré la situation. Lors de ses interviews, il a dit que même lorsqu'il ne savait pas encore ce qui s'était passé, il trouvait le moyen de blaguer sur le sujet. Il voulait se montrer fort pour ne pas inquiéter la population outre mesure. Mais pour John Hinckley Jr., c'est une toute autre histoire. In this hour, John Hinckley Jr. pleads not guilty to charges he tried to kill President Reagan, and both his lawyer and the government agree he is competent to stand trial. La question de l'irresponsabilité de John Hinckley se pose dès son arrestation. Un argument qui va rapidement devenir le cheval de bataille de l'accusation et de la défense. Among the spectators were Hinckley's parents. They watched intently as the clerk asked their son, "How do you plead?" In a clear, loud voice, the 26-year-old Hinckley answered, "Not guilty." Le personnage de Hinckley est à la fois très intéressant et à la fois tristement banal. Il n'y avait pas grand-chose à en tirer. Impossible d'entrer en contact avec lui. Il n'exprimait pratiquement aucune émotion. Le docteur Will Carpenter, un psychiatre de l'Université du Maryland, est nommé comme expert par la défense. J'ai dû passer 44 heures à l'observer pour évaluer son état. La plupart du temps, je lui posais des questions. Il était très centré sur lui-même, sans pour autant être narcissique. C'était plus un solitaire à qui il n'arrivait pas grand-chose.
Il avait la folie des grandeurs et des idées délirantes. Il s'était carrément inventé une petite amie pendant 1 an. Elle n'a jamais existé. Pour lui, à certains moments, elle était bel et bien réelle, mais c'était surtout pour manipuler ses parents et pouvoir faire tranquillement ce qu'il voulait sans qu'il ne s'en mêle. Au cours de l'été 80, Hinckley lit un article sur Jodie Foster. Il y apprend que la jeune actrice de 18 ans met sa carrière entre parenthèses pour aller à Yale. Hinckley informe alors ses parents qu'il veut reprendre ses études. Pas à Texas Tech, mais à Yale. Il invente une histoire et raconte à ses parents qu'il va là-bas pour suivre un cours d'écriture, sauf que cette UV n'existe pas. Sur place, il passe tout son temps à espionner Jodie Foster. Il trouve son adresse, il glisse des mots sous sa porte, il l'appelle et il enregistre tout. Who is this? John. John who? Oh no, not you again. Look, I really can't talk to you, okay? But do me a really big favor. You understand why I can't, carry on these conversations with people I don't know. You understand that it's dangerous and it's just not done, it's not fair, and it's rude. Oh, all right? Well, I'm not doing this. Well, I understand that, but it's the same thing, okay? So you just don't ever want me to call it? No, it's been really nice talking to you. On était là, raccroche, mais raccroche. C'est ce qu'on aurait fait si c'était notre femme ou notre fille. C'était triste et pathétique. Il idolâtrait cette femme, il voulait lui parler et faire partie de sa vie. Donc il s'est dit, si je tue le président des États-Unis, elle m'aimera. Elle me remarquera et saura qui je suis. De là, il a commencé à traquer Jimmy Carter. Hinckley passe à l'action à peine 1 mois avant l'élection de Reagan. À ce moment-là, Carter et lui sont en pleine campagne électorale. En octobre 80, John Hinckley parvient à approcher Jimmy Carter lors d'un meeting à Dayton, dans l'Ohio. 1 semaine plus tard, il continue sa traque et le suit à Nashville, dans le Tennessee. Lorsqu'il repart, la police désert découvre plusieurs armes dans ses bagages. Il a été arrêté. Il n'avait jamais été fiché pour détention d'armes. Du coup, l'information n'avait jamais été transmise au service secret. Ils lui ont confisqué les armes, il a payé une amende, et c'est tout. Quelques jours plus tard, Hinckley se rend à Dallas où vit sa sœur. Sur place, il achète d'autres armes. Il achète 2 revolvers pour 98 $. Il utilisera l'un d'eux pour tirer sur le président Reagan. À l'époque, il les a achetés de façon tout à fait légale. Le calibre 22 est un revolver très léger. Il est allé s'entraîner. Il a pris des cours de tir, où il s'est entraîné tout seul. Il s'est énormément entraîné sur cible, vraiment beaucoup. Il n'avait jamais tiré sur une cible en mouvement, et Jerry Parr était en train de pousser le président. Le 8 décembre 1980, le monde de Hinckley s'effondre lorsqu'il apprend la terrible nouvelle en provenance de New York. The news ripped through the air in shockwaves. John Lennon shot and killed in the Dakota apartment building where he lived. The suspect is identified as Mark David Chapman. Il adulait Lennon. Il passe la soirée du réveillon enfermé dans sa chambre chez ses parents, à boire du brandy à la pêche et à jouer de la guitare en ressassant sa peine. Cette nuit-là, il écrit dans son journal. John Lennon est mort. Laisse tomber. Ça va être de la folie. Je pense toujours autant à Jodie. Tout ce que je ferai en 1981, je le ferai uniquement pour elle. Je veux que le monde entier sache que je l'aime. Saint-Valentin 1981. John Hinckley, l'homme qui va bientôt tirer sur Ronald Reagan, est à New Haven depuis 2 jours. Il continue d'écrire à Jodie Foster. Sur l'une de ses cartes, il écrit « Un jour, toi et moi, on sera à la Maison-Blanche. Je t'en prie, s'il te plaît, essaie de rester vierge. Tu l'es bien, n'est-ce pas ?» Mais cette fois, il ne se contente pas de lui écrire. Il entend passer à l'action
et de façon violente. Il avait des armes sur lui quand il traquait Jodie Foster à New Haven. Il n'avait pas encore décidé ce qu'il allait faire. Et conduit par Jodie Foster et déprimé, Hinckley se rend à New York. Il a toujours sur lui les armes qu'il a achetées à Dallas. Je lui ai parlé des armes qu'il avait en sa possession. Il m'a confirmé qu'il les avait avec lui à New York. Il s'était rendu à l'endroit où Chapman se tenait devant le Dakota, et là, il avait envisagé de se suicider. Mais Hinckley va changer d'avis. Il décide finalement de rentrer chez ses parents dans le Colorado. C'était très tendu avec eux. Ils lui ont demandé ce qu'il comptait faire de sa vie. Ils se sont rendus compte qu'il avait un problème et ils l'ont envoyé chez un psychiatre. Hinckley a déjà vu le psychiatre le mois d'octobre précédent. Lors d'un des premiers rendez-vous, il a avoué au psy qu'il faisait une fixation sur les armes à feu et Jodie Foster. Il a reconnu que c'était une obsession. Ensuite, le psy ne lui a plus jamais reposé de questions à ce sujet. Au début, le docteur John Hopper rassure les parents d'Hinckley. Pour lui, leur fils est tout simplement immature. Il doit quitter le cocon familial, trouver un travail et s'assumer. La dernière des 15 séances avec le psychiatre a lieu 4 semaines et demie avant l'attentat contre le président. Ses parents lui ont posé un ultimatum. C'est eux qui finançaient tous ses déplacements. Ils en ont eu assez et ils lui ont dit, je cite, qu'il devait changer d'attitude, trouver un travail et qu'il lui couperait les vivres dès la fin mars. Il n'avait pas les capacités de relever ce défi et de prendre sa vie en main. Il était plutôt enclin à rester solitaire et à s'enfoncer dans son délire. Donc, à la fin du mois de mars, il se dit qu'il faut qu'il fasse quelque chose. 6 jours avant l'attaque contre le président, Hinckley se rend à Los Angeles, d'où il prend un bus pour Washington. De là, il compte rejoindre New Haven, où il commettra son acte d'amour pour Jodie Foster. Il lui écrit une dernière lettre dans laquelle il lui demande de l'attendre. Il avait prévu de tuer Foster, puis de se donner la mort. Ils devaient mourir tous les deux. Sur le chemin de Yale, Hinckley fait une halte à Washington. Il prend une chambre à l'hôtel Parc Central. Il y passe la nuit, se lève et prend son petit déjeuner. Par chance, ce matin-là, il a lu le journal et il a vu que le président devait faire un discours au Hilton, devant la Fédération des syndicats. Il a vu le planning du président à la page 84 du journal. Là, il s'est dit, on va voir si je peux m'approcher de lui. Et il a écrit à Foster. Il prend un taxi jusqu'au Hilton. Il se met derrière le cordon de sécurité et voit Reagan qui approche. Il sort son revolver. Il pensait qu'il y aurait un miracle, et ça n'avait rien à voir avec Reagan. Il était persuadé que ça lui permettrait de se rapprocher de Jodie Foster. Au printemps 1982, un an après l'attentat, les 4 victimes reprennent peu à peu une vie normale. La convalescence de Jim Brady est longue et difficile. La partie gauche de son corps reste paralysée, mais il a retrouvé ses facultés cognitives et son sens de l'humour. L'agent Tim McCarthy se remettra totalement de ses blessures et reprendra son poste au service secret. L'agent Tom Delahanty de la police de Washington gardera des séquelles et sera obligé de prendre sa retraite. Le président Reagan se remettra très vite malgré son âge, ce qui surprendra ses médecins, mais aussi le pays tout entier. Quant à John Hinckley Jr., sa vie est étalée dans la presse à scandale. About his alleged assailant, Mr. Reagan said, "I hope and pray he can find an answer to his problem." Said the president, "He seems to be a very disturbed young man." Même Jim Brady fait preuve de compassion envers lui. Il ne lui en voulait pas. Il n'avait aucune rancœur contre lui. Mais il ne lui souhaitait pas de gagner à la loterie non plus. Le mobile d'Hinckley est tout bonnement surréaliste.
Ça n'avait rien de politique. Il a fait ça pour gagner la reconnaissance qu'il pensait mériter. À la surprise générale, le juge convoque Jodie Foster à la barre des témoins. Elle témoigne le 30 mars 1982, à la date anniversaire de l'attentat. Sur ordre de la cour, Hinckley assiste à l'audience. Lorsque la jeune femme dément toute relation avec lui, il devient fou. Les policiers doivent le maîtriser et le sortir de la salle. I receive a great deal of unsolicited mail, but I seldom read it. I've never met, spoken to, or in any way associated with one John W. Hinckley. Last fall, I received several pieces of unsolicited correspondence signed John W. Hinckley or JWH, and I threw them all away. Le procès de John Hinckley démarre le 4 mai 1982. Les avocats de la défense plaident la folie. D'après la loi fédérale en vigueur, à partir du moment où la défense invoque la folie, l'accusation doit prouver de façon formelle que l'accusé n'est pas fou. Le professeur Richard Bonney est expert juridique et psychiatrique. Son ouvrage au sujet du procès Hinckley est aujourd'hui considéré comme une référence. Du point de vue de l'accusation, le diagnostic était que le sujet souffrait d'un trouble de la personnalité narcissique, axé sur Jodie Foster. Ce qu'il voulait, c'était devenir célèbre. Mais il savait très bien ce qu'il faisait. Alors que du point de vue de la défense, il souffrait de troubles schizophréniques. Et donc, il était complètement déconnecté de la réalité. Il s'enfonçait dans sa psychose et il était délirant. Pour déterminer si un suspect est fou, je m'appuie sur la bonne vieille méthode de McNaughton. Elle pose une question très simple. L'individu fait-il la différence entre le bien et le mal? J'ai auditionné John Hinckley et je peux vous dire qu'il faisait parfaitement la différence entre le bien et le mal. L'accusation avance qu'il a minutieusement préparé l'attaque. Il s'était déplacé, il avait consulté le planning. Ça montrait bien qu'il avait prévu son coup. Il y avait préméditation. Et ça ne pardonne pas. La défense s'appuie quant à elle sur le témoignage du docteur Carpenter pour prouver la schizophrénie. En général, les sujets atteints de schizophrénie peuvent mener une vie plus ou moins normale. Ils ne sont pas fous à proprement parler. Ils ne vont pas dans un fast-food pour acheter de la pastèque, par exemple. Le comportement de Hinckley n'était pas vraiment pathologique. Il avait surtout tendance à déformer la réalité et à s'inventer des choses auxquelles il croyait et qui guidaient toute sa vie. Au final, c'était notre psychiatre contre le leur. John W. Hinckley Jr. has been found not guilty by reason of insanity on all 13 counts. Je ne m'attendais pas à ça. Je pense que personne ne s'attendait à un tel verdict. Les jurés ont probablement fait ce choix parce que l'accusation rejetait totalement l'idée de la maladie mentale. This was a case in which there was much evidence in Hinckley's own hand, in his writings, in his poetry, in his essays, to suggest that he was, in fact, degenerating into a psychotic killer by the time March of 1981 rolled around. Hinckley s'attendait à être reconnu coupable et avait préparé une déclaration. À la base, je voulais seulement qu'on m'aime. Si j'ai fait ça le 30 mars 1981, c'était pour que ma famille me reprenne et que Jodie Foster me laisse une place dans son cœur. Cette tentative d'assassinat était un acte d'amour. À l'issue du procès, Hinckley est interné à l'hôpital Sainte-Élisabeth de Washington. Quelques années plus tard, j'ai été assigné à la protection de Reagan. Et nous avons eu l'occasion de parler de John Hinckley dans la limousine.
Il tenait à ce qu'il reçoive les soins dont il avait besoin. Et puis il a ajouté, « Mais ça fait un mal de chien. » Reagan n'était pas du genre à s'appesantir sur le passé. Il n'avait aucun mal à tourner la page et oublier les mauvais moments. Ça ne lui posait aucun problème. Nancy, elle, a eu plus de mal. Elle s'inquiétait chaque fois qu'il était question de relâcher John Hinckley. Elle venait me voir et me disait « Steve, faites ce qu'il faut pour qu'il n'arrive rien. » En 2003, un an avant la mort du président Reagan, le juge estime que Hinckley n'est plus un danger pour la société et l'autorise à rendre visite à sa mère en Virginie. À ce jour, il est toujours surveillé par les services secrets. Toute sa vie est passée au crible, son emploi du temps, ses fréquentations et même ses lectures. Est-il encore un danger? Est-ce qu'il recommencera? Il n'a jamais donné l'impression d'éprouver le moindre remords. Et je ne pense pas qu'il en soit capable. C'est un malade mental. Il n'est pas tiré d'affaire. Et je pense que sa place est dans un hôpital psychiatrique. Dans les années qui suivent l'attentat, la cote de popularité de Ronald Reagan monte en flèche. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Il devient l'un des présidents les plus populaires des États-Unis. Au cours de son second mandat, Jim et Sarah Brady militent activement pour une loi en faveur du contrôle des armes à feu. Leurs efforts sont récompensés en 1993 avec la signature du Brady Handgun Violence Prevention Act. Cette loi impose le contrôle du casier judiciaire lorsqu'un particulier souhaite acheter des armes à feu. Malheureusement, cette loi n'existait pas du temps de John Hinckley. Lorsque son père lui demandera quelques mois plus tard ce qui aurait pu l'arrêter, il lui répond « Peut-être que si on m'avait fait attendre, si on m'avait obligé à remplir un formulaire, à montrer un permis de port d'armes, à passer au poste ou à faire d'autres démarches, je n'aurais peut-être pas été jusqu'au bout. »